votre écran, Jarno Trulli en pole position. À droite, Luca Di Grassi, le leader du championnat, extinction des feux. Et c'est parti pour 33 tours. Trulli a l'air bien parti. Derrière aussi, Trulli qui conserve effectivement Ouais, le bénéfice de sa première position. Il loupe un Attention, peu il était un son peu large. freinage, hein. Ouais. Derrière, ça s'est un peu touché. Le freinage, ça va être l'une des clés avec la dégradation des pneus. Mais on va en reparler lors de cette course. Et le freinage dès le deuxième virage de Trulli qui est loupé. Et derrière également, c'est loupé. On a vu qu'on est sorti large. On a vu Daniel Abt ici faire demi-tour pour reprendre le sens de la marche. Luca Di Grassi qui a fait, j'allais dire, l'essentiel au bout du deuxième virage. Il est passé devant le poleman, devant Jarno Trulli. Trulli qui s'était loupé au premier freinage et on ne sait pas trop ce qui s'est passé au deuxième, mais il avait la pression en tout cas de Lucas juste derrière lui. Troisième, Sébastien Buemi. 4, Nick Heidfeld. Suivent Nicolas Prost. Sarrazin est bien parti également. Trulli qui n'avait plus signé de pole position, rendez-vous compte, depuis Bahreïn 2009, alors que derrière on se fait déjà de premières tentatives de dépassement. Bahreïn 2009 c'était en Formule 1 et ce week-end il fête les 11 ans de sa pole position à Monaco, puisqu'il s'y était imposé en principauté en partant de la pole position, c'était en 2004. Alors, premier tour sur ce circuit que vous allez peut-être découvrir cet après-midi. Jonathan, le circuit dans la portion, dans laquelle on se trouve, c'est la plus sinueuse, la plus lente. Déjà que c'est un circuit qui n'a pas pour particularité d'avoir de grandes lignes droites, mais le dernier secteur est vraiment très lent en fait. 2 km 470 à parcourir 33 fois et 17 virages. Vous imaginez 17 virages sur 2 km 5, ce que ça peut faire? Un vrai tourniquet, une vraie piste de quart de loc. C'est ça, avec quand même des dégagements, vous le voyez ici. Contrairement à Monaco où on était il y a 15 jours, où la moindre faute vous expédie dans le rail. Qui utilise son fan boost. Ah, tout de suite, ouais. Et on voit clairement que ça apporte à peu près 30-40 chevaux et ça lui permet de doubler. Voilà déjà une position de gagner pour Nelson Piquet Jr. qui a passé Stéphane Sarrazin. Ils ont été sages au départ, on s'attendait à ce que ça soit bien plus chaud. Et Loïc Duval sur Nicolas Prost. Donc ici on retrouve Buemi Heidfeld. Je crois que c'était D'Ambrosio en fait. D'Ambrosio sur Nicolas Prost. Oui, exact, c'était Jérôme D'Ambrosio, le Belge, absolument. Et Di Grassi qui creuse déjà l'écart. Un écart impressionnant au bout de 2 tours. C'est étonnant, il a... Attention, Jean-Éric Vergne. Ça va, sans souci avec Sarrazin au freinage. Peut-être une gestion de sa batterie différente, mais c'est surprenant de voir un tel écart. Après, peut-être que Trulli est pas dans le coup là et bouchonne un peu tout le monde. C'est peut-être aussi pour ça que Di Grassi s'échappe. Oui, parce qu'il aura pris quand même 1 seconde au tour, Luca Di Grassi. Le fait est que Jarno Trulli retient un peu le paquet derrière le Brésilien, le leader du championnat. Trulli s'était un peu droupi pendant les qualifs tout à l'heure. Il ne savait pas trop s'il devait rire, si sa pole position allait tenir, s'il pouvait enfin laisser éclater sa joie. Alors que Di Grassi signe le premier des meilleurs tours en course, on n'est qu'au 3e passage, il va y en avoir d'autres, ça on peut en être sûr. Et enfin, donc, lorsque Trulli a marqué la pole, il a signé 3 points, ça c'est pas négligeable dans le classement. Mais aussi, ce qu'il a avoué, c'est que la moitié de son équipe est malade, la moitié de l'équipe technique est malade. Il manque des mécaniciens, il manque son ingénieur en chef qui s'appelle Francesco Nanzi, il n'est pas là. Apparemment, sans ingé. Apparemment, ça marche mieux sans ingé pour faire la pole. Mais bon, c'est toujours un plus quand même d'avoir ces mécanos en pleine forme et ces ingés en pleine forme. Mais bon, là sur un tour qualif, c'est l'expérience qui a peut-être compté. La voiture était bien réglée, on verra en course si ça tient. C'est pas lui en tout cas qui retient la meute pour l'instant, c'est plutôt Buemi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il s'est donné quelques longueurs d'avance, Jarno Trulli sur le Suisse.
Trulli qui a toujours été de toute façon quelqu'un de rapide sur le tour de qualification. C'est vrai qu'il était plus inconstant en course. En revanche en qualif, et sa pole de Monaco il y a 11 ans était là pour le démontrer s'il le fallait, ça a toujours été quelqu'un de très très rapide dans cet exercice. Alors on entre déjà dans une phase de gestion ou pas encore Non, il peut y avoir différentes stratégies, c'est-à-dire des pilotes qui vont attaquer beaucoup plus en début de course et certains en fin de course. Là, d'après ce qu'on peut voir, hein, c'est que Di Grassi a pris un peu d'écart, mais la gestion de la batterie a l'air correcte. Pas plus d'utilisation que les autres. Départ. Alors qu'on était avec Nick Heidfeld qui s'est lancé donc de la deuxième ligne. Le micro-blocage de Trulli, je pense, au départ. Il se loupe un peu dans le premier virage. Et c'est peut-être... là, on le voit un peu bloqué. Il va ressortir un peu moins bien. Je sais pas ce qui s'est passé au deuxième virage. Ah bah il a bloqué. Ah bah voilà. Il est tiré tout droit et Lucas en a profité. Ah et derrière donc ça une faute de Jarno. Ouais. C'est quoi? C'est les freins arrière qui ont bloqué une fois là on le voit déjà, il fait une petite faute, il retarde un peu trop son freinage. Donc il tire un peu tout droit, c'est pas encore très grave. Et on va peut-être mieux voir ce qui s'est passé ici. De la voiture on a l'impression qu'il bloque l'arrière. Hein. On a l'impression qu'il bloque l'arrière. C'est pas trop si c'est sur la ligne blanche. En tout cas sûr, il bloque l'arrière, lui aussi. C'est marrant. Ouh, il s'en sort bien Daniel Abt avec la meute qui arrivait derrière. J'y vais à gauche, non ça passe pas, je repars à droite. Là, il est juste devant, Abt, devant la monoplace de Jérôme D'Ambrosio. Ah, il bloque l'arrière aussi. Hein. Mais, fin de frein. Ah bah voilà, et c'est Jérôme D'Ambrosio qui vient du coup taper Nicolas Prost sur la gauche de l'écran. Hop, et voilà pourquoi Nicolas va passer complètement au-delà des limites de la piste. Mais bon, ça sera autorisé. Ouais. Fait de course. Fait de course. Alors, Luca Di Grassi creuse l'écart. Jarno Trulli toujours deuxième. Buemi 3. Et ici, nous avons Stéphane Sarrazin devant Jean-Éric Vergne. Bagarre pour la 10e position. Oh là là, mais... Di Grassi qui s'échappe. Il est tout seul devant. Et qui continue à améliorer le meilleur tour. Une 25.5 tout rond. Et sa gestion de batterie, c'est pratiquement la même, celle de Trulli à 2% près. Hein. Verne sur Sarrazin. Non, c'est pas passé. Il avait tenté de plonger à l'intérieur. Le pilote de la Venturi reste devant. Il conserve le point de la 10e place pour l'instant. C'est vrai que ces images embarquées sont toujours spectaculaires. Alors, avec la largeur de cette piste, sur les plans larges, on peut se dire bon, ça va quand même pas extrêmement vite parfois. Néanmoins, vous les pilotes, quand vous êtes au volant, que ce soit au volant d'une trottinette, ou d'une Formule 1, c'est Buemi qui utilise son fan boost. Ouais. Oui, de toute façon, dans n'importe quelle catégorie dans laquelle on se trouve, si les voitures sont du même niveau, il y a toujours autant d'intensité en course. Et il a passé d'ailleurs. Buemi a utilisé son fan boost. Voilà, il vient de le dire. 2.8. Pour passer Jarno Trulli, le voilà deuxième. Voilà. Et ça sert aussi à ça. Attaqué par Heidfeld. Il essaie de recroiser. Le problème, c'est qu'il y a un droite derrière. Il va se retrouver à l'extérieur. Et D'Ambrosio qui va en profiter. Ah ouais, D'Ambrosio qui en profite. 3 places de perdu en 500 mètres pour Jarno Trulli qui est attaqué maintenant par son équipier. C'est pas la bonne affaire. Et Luigi a l'air aussi pressant derrière. Là, c'est... Il n'est pas dans le bon rythme, Jarno. Non. On peut se demander s'il y a quelque chose sur la voiture quand même. Parce que là, pour l'instant, c'est difficile de dire. Il s'est fait, dans un premier temps, doubler par Buemi qui a actionné son fan boost. Mais ensuite, il a essayé de le recroiser. Il a essayé de recroiser Heidfeld qui l'a pris au freinage. Il s'est retrouvé à l'extérieur d'un virage à droite. Ah bah le voilà, le dépassement. Voilà.
On rappelle donc le principe de ce fan boost, Jonathan Cochet. C'est les spectateurs, les fans qui votent sur Internet pour le pilote de leur choix. 3 pilotes, les 3 qui arrivent en tête des votes, bénéficient de ce fan boost. Comment il marche ce surcroît de puissance sur la monoplace? En fait, on peut l'utiliser en début de course, première partie de course, et en deuxième partie de course avec la deuxième voiture. Et ça équivaut à peu près 40 chevaux de plus en fait au moment où on l'actionne. Donc c'est limité, on ne peut pas l'actionner toute la course, on n'a pas le droit de l'actionner non plus au départ, on peut l'actionner à partir du premier tour. Et attention derrière, ça va sans encombre, ça peut de nouveau Verne. Et c'est 5 secondes de puissance qui permettent du coup un dépassement comme celui que vient de faire un Sébastien Buemi sur un Jarno Trulli qui est vraiment en difficulté. Liuzzi est passé, ça y est. Liuzzi est passé, alors après c'est son coéquipier, il l'a peut-être senti pressant, il fait partie de son team, il l'a peut-être laissé passer, mais là on voit que Loïc Duval. Loïc se jette à l'intérieur, c'est bon, c'est passé. Très propre, aucun blocage pour Loïc. Non, ça c'est propre, très beau dépassement. Il y en a un qui est en difficulté également, c'est Nicolas Prost. Il se fait déboîter par tout le monde. Ah ouais, là j'aimerais pas être dans la voiture. Alors à savoir s'il a un problème ou... Il tente de résister. Ouais, il a failli finir dans le mur d'ailleurs. Voilà, et puis il est mal ressorti du coup. Là c'est la cata. Il était en pole position Jarno Trulli, vous vous rendez compte? Jean-Éric Verne maintenant qui tente de le passer. Non, ça va être difficile à l'extérieur parce que là on rentre dans la partie la plus sinueuse. En tout cas, il se retrouve P9 en partant pole en 9 tours. C'est une place par tour pour l'instant. Ça continue, il va finir. Il y a 33 tours donc. 33 tours. Et heureusement qu'il n'y a que 20 voitures au départ. Pauvre Jarno Trulli. Lui qui faisait courir Michaela Cerutti, une fille au volant en début de saison, avant de la remplacer par Tonio Guzzi. Ça y est, Vergne qui déboîte à l'intérieur du droite suivant. C'est fait. C'est fait. Pas très agressif Jarno. Il défend gentiment sa place, on va dire. Et Sam Bird qui va en profiter. Vainqueur en début d'année. Ah ouais, là, le prochain freinage, à mon avis, peut se jeter à l'intérieur. Sans souci. Ça c'est fait. Ah ouais, là Jarno, difficile. Il regarde un peu plus les rétroviseurs que ce qui se passe devant lui. Ouais, et quand on est pris dans un faux rythme comme ça, après il a peut-être un souci avec sa voiture. Donc à savoir s'il avait des réglages compétitifs pour la qualif et moins bon pour la course, mais généralement, vous savez, il n'y a pas de grosse différence de poids avec ces voitures-là. C'est pas comme si on mettait le plein et on roulait à vide, comme en qualif, comme en F1. Là, le poids reste le même. Donc on a juste plus de puissance en qualif, 200 kW et 150 kW en course. Et le comportement de la voiture doit être sensiblement identique à ce qu'on trouve en qualif. Il faut juste savoir gérer sa puissance et ses batteries. Ce que fait parfaitement cet homme, Luca Di Grassi, qui en plus de coller une seconde au tour quasiment à Sébastien Buemi. Une seconde par tour, 8 dixièmes par tour. Ouais. Il est quasiment à 10 secondes d'avance maintenant. Eh bien, il consomme pas plus que les autres sur sa batterie. Ah, tiens, voilà l'énervé de Monaco. Nelson Piquet Jr., très fâché après Luca Di Grassi, son compatriote brésilien. Il l'accusait de l'avoir gêné en qualification pour préserver sa pole position. Il l'a remis en place un peu en qualif tout à l'heure en interview. Ouais, en disant bah tiens, il est où celui qui s'estimait gêné? Je le vois pas dans le top 3 là. C'est ça. Mais bon, c'est les 2 premiers du championnat, c'est normal qu'ils se titillent un peu, mais je pense pas que ce soit les meilleurs amis du monde. Allez, un rayon de soleil sur cet aéroport de Berlin-Tempelhof. Attention, c'est passé près au freinage. Vous avez aperçu sur la gauche l'entrée des stands. On le voit, il y a vraiment 2 endroits stratégiques pour doubler, comme on l'avait dit en qualif, c'est le turn 1 et le turn 6. Le 1, on y arrive. Voilà ce gros freinage après la ligne droite des stands, on va dire, le premier bout droit.
Ensuite, le droite où Jarno Trulli s'est fait déposer dès le premier tour. Là, il y a une opportunité, mais le fameux turn 6, c'est celui qui est au bout de cette ligne droite, celle sur laquelle on va arriver maintenant. Un tiers de course disputé. Voilà la deuxième opportunité dont vous parlez. Elle est tellement large en fait. L'entrée peut se jeter à l'intérieur. Et même si le pilote essaie de recroiser derrière, il y a un virage à droite qui suit. Donc idem pour le turn 1 en fait. Si le pilote essaie de recroiser, il se retrouve à l'extérieur dans le turn 2. L'immense installation de Tempelhof. Le bâtiment mesure 1,3 km. Construit en 1923, utilisé évidemment par le régime nazi avant que les Alliés installent une base après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Russes ont fait le blocus de Berlin pour faire un pont aérien. C'est pour ça que sur certains plans, vous apercevez, là on le voyait au-dessus des stands provisoires, un DC-3 qui est là, cet avion sur quadrimoteur à hélice, qui est là pour symboliser le pont aérien réalisé par les Alliés en 48-49 lorsque les Russes faisaient le blocus de Berlin-Ouest pour ravitailler la ville en nourriture, en vêtements, en charbon pour se chauffer à l'époque. Ce sont quasiment 270 000 vols qui avaient été organisés. L'aéroport a été fermé au trafic passager en 2008 et depuis 2010, ça a été rouvert. C'est un grand parc, un espace vert énorme et Sarrazin-sur-Piquet. Un espace vert de 300 hectares au cœur même de Berlin qui est prisé des habitants de la ville qui viennent à vélo, qui viennent en famille, qui viennent faire des barbecues, qui viennent faire la fête. Et puis dans les bâtiments, désormais, il y a des salons, des expositions, des concerts parfois. Et c'est là que ce matin, il y a eu une très très bonne idée après la qualif qu'on avait vécue ensemble. Il y a toujours une séance d'autographes, évidemment sur la Formule 1, comme sur la plupart des disciplines automobiles qui veulent aller à la rencontre de leur public. C'est le cas de la Formule 1, c'est pour ça qu'on roule en ville, c'est pour ça qu'on va voir un nouveau public. Eh bien, vous imaginez les banques d'accueil des compagnies aériennes, là où vous enregistrez pour prendre votre vol, là où vous allez donner votre valise. C'est là que les pilotes étaient installés, deux par deux, pour signer devant des milliers de spectateurs qui se sont pressés 1h30 avant la course pour rencontrer les pilotes. C'était vraiment très très sympa. D'Ambrosio Heidfeld. Voilà le Belge 3e, l'Allemand 4e. Derrière le Suisse, Sébastien Buemi. On le sent bien hein, aujourd'hui, Jérôme D'Ambrosio. Ouais, D'Ambrosio, il a mis la pression à Heidfeld et là il remonte tranquillement sur Buemi. C'est Buemi qui a pas l'air enfin il a pas l'air dans le rythme, c'est difficile de dire. Di Grassi a l'air tellement sur sa planète là qu'on a l'impression que les autres du coup sont pas dans le coup. Parfois on a l'impression d'entendre un réacteur d'avion. Non, c'est bien les voitures avec leurs moteurs électriques. Vous voyez que la portion sinueuse est passée sous le hangar de Tempelhof. Et regardez bien les vitesses qui sont engagées. Vous voyez le rapport 3 et 4. La consigne qu'on donne à Jérôme D'Ambrosio, ça se passe bien pour l'instant. Continue avec toujours Sébastien Buemi devant. On passe pas la 5e. Jamais une fois la 5e n'a été engagée sur ce circuit. Un des circuits les plus longs de la saison, avec une moyenne de 110 km/h sur un tour. La consommation des batteries sur la colonne de gauche sur votre écran, alors qu'on va bientôt atteindre la mi-course dans un petit peu plus de 2 tours et qu'on va envisager donc les passages au stand. On rappelle, Jonathan, la particularité appelons ça les ravitaillements en Formule 1. C'est ça, le pilote rentre
dans les stands. Il saute dans sa deuxième voiture, puisque les batteries sont faites pour une durée de vie d'à peu près 25 minutes. Donc pour une course de 50 minutes, on est obligé d'utiliser une deuxième voiture. Donc le pilote rentre dans les stands, il saute dans la deuxième, on l'attache, et il y a un temps minimum à respecter. Il ne faudra pas descendre en dessous de 1 minute 03 aujourd'hui, au moment des ravitaillements. C'est ce qu'Alain Prost, ici, copropriétaire de l'écurie Idams Renault avec Jean-Paul Briot, c'est bien. C'est ce que c'est également le patron de Jérôme D'Ambrosio, hein. On lui parle à la radio, là au Belge. Jay Penske, vous l'avez aperçu il y a quelques instants, le fils de son père, le fils de Roger Penske, une légende du sport automobile américain et même mondial, et qui a 4 voitures engagées lui aussi aux 500 miles d'Indianapolis à suivre ce dimanche soir. D'ailleurs, à Indianapolis, il y a Nico Jamin, un petit protégé en F4 qui a fait ses armes en Europe, qui roule en championnat américain, qui est l'équivalent de l'Eurocup en France, enfin en Europe. Ouais. A gagné les 2 courses à Indianapolis le week-end dernier et a réalisé la pole ce week-end. Un petit coucou. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, il y aura 3 Français au départ des 500 miles. Vous avez l'habitude de suivre ces courses maintenant avec Simon Pagenaud qui est en première ligne, lui qui roule précisément pour l'équipe Penske. Vous avez Sébastien Bourget qui sera en 7e position sur la grille. Et Tristan Vautier va prendre le départ, lui qui a été avec nous en ce début de saison pour vous faire partager son expérience. Il remplace le Colombien Carlos Huertas, 3 Français donc le départ des 500 miles. Mais en attendant, ici à Berlin, alors qu'on atteint la mi-course, on a toujours un Lucas Di Grassi qui est quasiment le coude à la portière, mon cher Jonathan. Devant Buemi et D'Ambrosio et Nelson Piquet Jr. qui a utilisé en début de course son fan boost. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire pour remonter au-delà de la 8e position? Il faut jouer de la stratégie, mais comment? Il faut jouer de la stratégie, un arrêt au stand décalé. Un arrêt au stand décalé, il a déjà utilisé son fan boost. Donc voilà, après je sais pas. Di Grassi, on voit que de toute façon les consos de batterie sont à peu près les mêmes. Duval pourrait peut-être faire un tour de plus. Mais Piquet, hein, Piquet il est à 16%, ouais, 16% encore. Hein. Ouais, 16%. Donc, lui aussi peut envisager un tour de plus. Ouais. En fait, c'est le seul qui consomme le moins. Donc il a dû bien gérer. Il va sûrement rentrer plus tard. Ouais. Di Grassi, lui, continue. C'est reparti pour un 17e tour. Lui aussi court un peu à la... Attention, Scott Speed avec Salvador Durand, le Mexicain. Il s'est passé. Il court un peu à la maison aussi, Lucas Di Grassi, hein, puisqu'il est pilote Audi. Oui, pilote Audi. Donc une course qu'il a sûrement un cœur de gagner aussi. Hein. Enfin, toutes les courses sont bonnes à gagner. Ouais. Ils sont, je crois, 70 à être venus de l'usine Apt. Ah bah tiens. Oula. Voilà la sont en contact avec un vibreur ou avec la voiture de speed. En tout cas, ça va pas rester longtemps sur la voiture. Non, c'est sûr. Il ne faudrait pas que ça vole dans le public. A priori, les grillages seront là pour le protéger, mais bon. Tiens, Charles Pic. Lui aussi avait le fan boost. Ah, un arrêt au stand. Sarrazin, Trulli au stand déjà. Donc, 17e tour. Hein. C'était prévu. Charles Pic devant Bruno Senna. Vous vous rendez compte que Trulli était descendu à la 15e position lorsqu'il est rentré au stand. Il partait de la pole. Ouais, il partait de la pole. Le premier à rentrer dans les stands, c'est lui. Donc, clairement, il n'était pas dans le coup avec sa première voiture. Et le leader qui rentre alors que Jean-Éric Vergne se bagarre avec Nelson Piquet Jr. Attention, il y a un bon paquet là qui pourrait rentrer au stand ensemble. Il y a Sam Bird également, il y a D'Acosta. Qu'est-ce qu'ils choisissent de faire après? Wow, D'Acosta qui s'impose à Piquet. Sam Bird va se retrouver à l'intérieur, il en profite aussi.
Enfin, ils sont tous rentrés. Non, pas tous. Ouais. Sauf Piquet qui avait... Sorry. 1.9. Toujours les indications chiffrées à la radio. Alors Lucas Di Grassi est en train de changer de voiture, Jérôme D'Ambrosio aussi. Vous avez vu qu'on rentre la voiture le nez au fond du garage, la voiture qui est prête à repartir elle est dans l'autre sens. Et il y a un temps imposé, un temps minimum à respecter évidemment, même si ici Nicolas Prost se dépêche. Un temps minimum pour que les mécaniciens sanglent bien le pilote et qu'on reparte en toute sécurité. Lorsqu'on suit un Grand Prix de Formule 1, on parle d'undercut. C'est presque ce que pourrait tenter de faire en ce moment Nelson Piquet Jr. Hein. Ouais, c'est l'undercut. Bah, c'est quand même s'arrêter plus tôt. Lui, s'arrêter plus tôt pour repartir plus tôt avec des balles fraîches, enfin des pneus neufs. Sauf que là, ils repartent avec une voiture avec des pneus usés. Généralement, il y a peu d'écart par rapport à la F1. Regardez, et on voit D'Acosta qui est en rouge et il a dû ressortir plus vite des stands. Et Duran aussi est en rouge. Et Duran. Ouais. Les deux voitures de Hamlin. Donc, ils ont dû se tromper dans le timing. Ah oui, clairement, ils sont repartis tous les deux et ils sont sortis trop vite des stands. Les deux voitures du China Racing continuaient Piquet et Pic. Pénalité qui va tomber sûrement. Oh, probablement, ouais. Piquet est au stand, on va voir ce que ça donne par rapport à Di Grassi qui a passé 1 minute 06. Allez, le voilà, Nelson Piquet Jr. Ne l'appelez plus Nelsinho, il ne veut plus. Vous avez vu la tactique pour passer les jambes. Ah, et voilà Charles Pic qui rentre. Généralement, on monte dans une monoplace avec le volant enlevé. Ouais. Bon, là, ils ont une technique, c'est pour gagner un peu de temps. Le volant reste accroché. Eliozzi sur Nicolas Prost, ça va passer, il se retrouve à l'intérieur. En tout cas, il y en a un qui fait une bonne opération, c'est Jérôme D'Ambrosio, qui est virtuellement deuxième derrière Lucas Di Grassi et qui est en train de prendre quelques longueurs d'avance. Il est ressorti devant Buemi. Voilà, stop. Nelson Piquet, vous allez voir le franchissement de la ligne, le chrono s'arrêter aux environs d'une 5, une 6, comme Di Grassi. Il ressort. Juste devant Vergne. Oui, il est 8e. Là, on met l'index 6e, il est 8e, Nelson Piquet Jr. Duval aussi qui est remonté, qui a fait un bon pit stop. Il était bien en début de course et il est actuellement 5e. Alors, il faut rappeler que les pilotes qui ont droit au Fun Boost peuvent l'utiliser sur les deux monoplaces. Sur les deux monoplaces, première partie de course et la deuxième. On va voir si Nelson Piquet Junior l'utilise tôt pour se débarrasser un peu de Jean-Éric Vergne ou pas. Le mieux c'est de l'utiliser pas pour se défendre, mais en plus là ça va toucher. Ça touche. Ouais, ça touche contre Bird et Vergne. Le mieux c'est de l'utiliser, le fan boost pour doubler. Après, si on est en tête de la course, qu'il n'y a personne à doubler, on peut l'utiliser pour creuser l'écart ou pour défendre sa place, forcément. Il devrait conserver sa position, Verne, oui, puisqu'il est à l'intérieur. Pour le droit, le virage le plus long du circuit. Verne, Burn, Liuzzi, Prost qui sont ensemble. Nicolas Prost pas à l'aise ce week-end, il est 12e pour l'instant. Avec peut-être une voiture délicate à conduire. Et son coéquipier qui est 3e. Donc, ouais. Et Sam Bird qui nous a gratifié. Meilleur tour, Loïc. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on vous rappelle qu'il y a 2 points à prendre pour l'auteur du meilleur tour en course. C'est un garçon méconnu, Loïc Duval. Tout le monde ne sait pas qu'il a roulé en monoplace considérablement au Japon. Ouais, il a suivi vos traces, Jonathan. Moi, j'y suis pas resté longtemps en fait. J'ai fait 6 mois en Formule 1 Nippon et j'ai fait des tests aussi en GT japonais. Ouais. Et il y a une petite communauté française là-bas avec Benoît Trélier, Loïc Duval et bon, l'autoreur il est belge mais il parle français, enfin on peut dire qu'il est... Il ne se quitte pas de toute façon. Non, il ne se quitte pas.
Donc Loïc aussi que j'ai connu aussi en E1 GP où je faisais les essais avec même Nico Prost et Loïc par moment arrivait juste pour la qualif et il arrivait claquer la pole sans avoir fait les essais libres. 5.1. C'était très vite. Parce que sa voiture était très bien réglée, Oui, voilà. c'est pour ça. Ben, c'est un très bon pilote, Loïc Duval, très Ouais. bon pilote de monoplace et de prototype. Évidemment, on le retrouve au Mans avec toute l'armada Audi, dont Lucas Di Grassi d'ailleurs, contre les Toyota de Buemi, de Sarrazin qui sont là. Ah, ça n'aura pas duré longtemps, le meilleur tour pour Ah ouais. Loïc Duval, puisque Nelson Piquet Jr. vient de l'améliorer en 24.435, probablement en utilisant son phone boost. Peut-être, c'est possible. Ah, ça c'est... Heidfeld Buemi. Ouais. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, Heidfeld avait dû passer au freinage. On a entendu les applaudissements de la foule, mais Buemi a repris son bien Ah. immédiatement, vraisemblablement. Sous les yeux précisément de Loïc Duval qui est en embuscade, Ouais. ça le démange. Ah, Loïc qui se fait pressant derrière. Ah oui, ok, drive-through. 77,55, ouais, c'est pour le non-respect du temps réglementaire dans au pit stop. Eh oui. Ça c'était à prévoir pour Da Costa et Duran. Et Duran. Bien vu. Bon, alors il y a une chose que tout le monde craignait en début de journée, Jonathan, c'est la dégradation des pneus. Finalement, en faisant un relais, la moitié d'une course avec une voiture et la moitié d'une course avec l'autre, ça a l'air de tenir. Ouais, certes, on voit beaucoup de gommes s'envoler. Ouais. Ah, on revoit l'action vraisemblablement à Heidfeld-Buemi. Voilà, Heidfeld qui était passé à l'intérieur, mais du coup il est sorti large. Ouh. Ah, il a lâché aussi Ouais. Heidfeld. Parce qu'après c'était un droite et... Bah Il bon, va- il c'est va une belle les passe lâcher. d'armes. Ouais, la dégradation des pneus, on voit beaucoup de gomme s'envoler sur ce béton, hein, ce ciment de ces plaques de cet aéroport de Tempelhof. Néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas encore de mauvaise surprise. Non, parce que les pilotes font, ce qu'on a vu, c'est 33 tours de course, donc c'est à peu près 16 tours avec une voiture, donc en 16 tours, ok, il y a une dégradation des pneus, mais ils partent pas, c'est pas comme une course d'endurance où avec des relais qui durent une heure. Donc la dégradation, certes, il y en a une, mais pas assez suffisante pour avoir une auto inconduisible. J'insiste sur ce point parce que c'est l'un des principes de cette nouvelle série, la Formule 1. Théoriquement, on utilise, enfin c'est pas théoriquement, on utilise un seul train de pneus par voiture Voilà. et par meeting. Donc lorsqu'on roule en essai libre, il y a deux séances Ah d'essai ouais. libre. Il y a la séance de qualif et il y a la course. On roule, on fait peut-être moitié-moitié sur l'ensemble avec chacune des voitures. Néanmoins, on utilise un seul train de pneus et il faut faire très attention. Voilà, il y a un train neuf généralement qui est gardé pour la qualif, forcément. Trulli, 16e. Ça s'arrange. Ça s'arrange. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas gentil Ouais, ce que c'est je dis. C'est vraiment pas gentil. Oh, alors que c'est Charles Pic là-bas qui a encore embarqué un scotch. Ah, Daniela, Ouais. Beau freinage. impec. Et la réaccélération, il s'impose aussi à Jarno Trulli. Ah, le week-end avait bien. Oh là là. Oh. Oh, faut qu'il rentre au stand. C'est Shandok qui passe maintenant, Karun Shandok. Ouais. Voilà, Trulli, il peut oublier la course. Qu'est-ce Ouais, qui se passe il aura marqué les 3 points de la pole. Et on verra peut-être en interview à la fin ce qui s'est passé. Mais, enfin, les 21 000 spectateurs qu'on nous annonce doivent bien se demander ce qui se passe pour l'ancien pilote de Formule 1. Parce que là, c'est vraiment difficile de comprendre, à part un problème. Non, ce qui est dingue, c'est que Mécanique ou électrique. je vois pas ce qui peut se passer entre une qualif où il a montré qu'il était très très vite sur un tour. Il a confirmé un deuxième tour vite en qualif. Donc je pense pas qu'il ait radicalement changé les réglages de sa voiture pour la course. Ça paraît très bizarre. D'Ambrosio deuxième à 10 secondes. C'est course facile pour l'instant pour Di Grassi. Il a vraiment bénéficié des graciers du bouchon Trulli et puis un peu Buemi en Et un début peu de de course. Buemi, ouais, mais bon, il collait vraiment une seconde par tour à tout le monde. Donc
Là, les écarts sont stabilisés. Avant qu'on prenne l'antenne, Jonathan, vous me disiez Di Grassi, là aussi c'est quelqu'un qui n'est pas forcément connu du grand public, mais il est extrêmement apprécié des équipes parce que c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité technique. C'est un vrai metteur au point qui fait progresser, qui fait travailler son équipe et ses ingénieurs. Ah ouais, je discutais avec des pilotes qu'il côtoie régulièrement chez Audi. Il disait que dans les briefings, il écoutait comme s'ils écoutaient un ingénieur. Donc, il est là, il donne son avis, il donne des propositions de réglage et techniquement c'est quelqu'un d'intelligent et qui sait faire progresser une voiture et son équipe. Et là on le voit en Formule I, ça paye aussi. Hein. Ouais, parce que mine de rien, il faut jouer avec... Très mauvais enchaînement de... Qu'est-ce qu'il précède? C'est Luigi? Luigi, oui. 15.9. Il affiche... il annonce sa conso. Copy Sam, that's good. We are plus Son son qui 0.2, confirme. plus 0.2. 3 places ahead of you is Sarazan. Seems to... Là, on lui annonce l'objectif. Sarazan. Sarazan. Stéphane. Allez, Loïc, Loïc. C'est bien, il se met en valeur aujourd'hui. Ouais. Il y va? Non, il y va pas sur Non, Excel. il lui montre qu'il est là Ouais. et il lui montre qu'il va le doubler. Il le prévient en fait. Il lui montre où il va le doubler. C'est ça. Tiens, alors ça serait bien qu'on ait les trois voitures dans le même plan avec celle de Buemi qui les précède. Et vous regarderez les ailerons arrière, vous verrez que la Dams est un peu plus chargée que la Venturi. Surtout la Venturi qui est bien déchargée aussi. On a vu aussi que les voitures de Trulli, c'est ça, hein, c'est le Detfeld qui est bien plus déchargé. C'est-à-dire que l'aileron arrière est moins braqué. Moins d'appui. Ça a servi pour la qualif. 145, 145. Pour Trulli, mais là c'est le calvaire. Il est 19e, Jarno Trulli. Okay, this is good. Loïc, this is good. You can push a bit harder. Ce qu'il y a de bien avec les radios, c'est que dans les voitures électriques, on peut pas dire j'ai pas entendu. Hein. Le pilote qui dit ça, il est vraiment de mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Il a fait une faute, Heidfeld. Là, il bouchonne. Il va mieux ressortir, Loïc. Forcément. Ouais, mais ça repart à droite dans la foulée. Oui, mais ça lui met la pression de toute façon. Ah non, il va pouvoir se... Ah, il s'est mis à l'intérieur. Il bloque ça, il déforme bien sa position. Loïc a failli bloquer à l'arrière. Ouais. Ce qu'on appelle du car control. Petite chaleur pour Loïc Duval. Parce que mine de rien, le volant il est quand même plus simple que celui d'une Formule 1, mais il y a du boulot. Hein. Ouais, il y a du boulot, il y a la gestion, mais... Cette fameuse manette dont vous nous parlez régulièrement pour régénérer la batterie. On peut s'en servir au freinage, exactement. Il y a deux façons d'économiser. Soit on arrive au freinage et on lève le pied peut-être 50 mètres plutôt que le freinage et on arrive en roue libre et on appuie sur la manette pour régénérer un peu. Donc on consomme moins de batterie et on régénère un peu d'énergie électrique. Et regardez qui repointe le bout du museau là. Derrière Stéphane Sarrazin, c'est Piquet Junior. C'est Piquet. Mine de rien. Qui a toujours 10% de batterie en plus. Forcément, il s'est arrêté un tour et demi plus tard. Donc, pourquoi et demi? Comment il a fait son demi? Il a fait son demi tour. Parce que j'aime bien le demi-tour. Raccourci. Allez, ça se resserre sur ce quatuor. Heidfeld, Duval, Sarrazin, Piquet. Et on est à 6 tours du but de cette deuxième manche européenne, la 8e de la saison. Rappelez-vous qu'on a eu 7 courses et 6 vainqueurs différents. Sébastien Buemi à Monaco il y a 15 jours a été le premier non seulement à gagner pour la deuxième fois dans la saison, mais le premier à s'imposer de la pole position. On s'est dit tiens, la malédiction de la pole est terminée. Bah non, Jarno Trulli peut vous dire le contraire.
Et Piquet qui continue. Il améliore légèrement. Quelques centièmes. Ouais. C'est toujours 2 points, c'est toujours bon à prendre au championnat. Oui, qui est bien revenu là sur Heidfeld. Est-ce que l'aspiration joue vraiment 12.5. sur ces courts bouts de ligne droite? Non, je pense pas. Ça joue vraiment à haute vitesse la Spi. Là, c'est des phases d'axel où la Spi joue pas énormément sur ce circuit. Peut-être un tout petit peu après le turn 5. On voit Pic qui utilise son fan boost, mais bon, il est 18ème, c'est Ouais. peut-être pour le record du tour. Hein. Il pourra aller chercher la 17e place, passer Karun Chandok. C'est loin, très loin des espérances du Français. Nicolas Prost a gagné une position, mais il n'est pas encore dans les points. Il est 11 derrière Vitantonio Luzzi. Et Piquet qui se fait pression sur Stéphane. Ah, c'est là qu'il utilise le fan boost. Oui, c'était pas tout à l'heure pour son meilleur tour. Voilà, Et voilà, instantanément, il s'impose. propre. Le voilà 6e. Eh, parce que mine de rien, il a quand même l'objectif du championnat. Hein, Nelson Piquet. Il faut limiter les dégâts face à Luca Di Grassi qui est très très loin. Qui est très régulier depuis le début de la saison. Je crois que c'est le pilote le plus régulier pour l'instant, Di Grassi. Et en plus, il est en phase de gagner sa 2e course. Je crois qu'il a 5 podiums, c'est ça, non? Oui, absolument. Et il y a une seule course qu'il n'a pas terminée en Buenos Aires. Loïc Duval derrière Heidfeld. C'est là tout à l'heure où il s'est fait une petite frayeur, mais il a bien recollé. Il est vraiment sous l'aileron arrière de la voiture de l'Allemand. Il va pouvoir se jeter au freinage. Oui, Il m'a écouté. ouais, bravo. Ouais, c'est passé. On a entendu encore une fois la foule, mais cette fois-ci déçu par rapport au dépassement de Heidfeld sur Buemi tout à l'heure. Et Piquet qui se rapproche désormais de Nick Heidfeld. Ouais, ça y Eh est. oui. Ça a été encore plus rapide qu'avec Loïc. Il est arrivé derrière et première tentative, ça passe. Ouais. Et là, il est forcément dans un droit, vu qu'à l'extérieur, que Stéphane permet de recoller aussi à son tour. Ce qui fait quand même 2 places de perdu en un seul tour pour Nick Heidfeld. Trulli 19e. On ne le voit même plus. Là, c'est Liuzzi qui résiste à Prost. Au freinage de Loïc. Alors les ralentis vous sont proposés en musique et on va essayer de vous montrer, alors qu'on retrouve Luca Di Grassi qui lui se fait un bon week-end peinard Il doit à se Berlin. sentir seul, hein, lui. Ouais. Il est en visite là, à Berlin. C'est ça. On va essayer de vous montrer la cabane du, non pas du DJ, mais du EJ. Car il y a de la musique sur ces courses de Formule E ou Formula I. Et il y a une petite cabane bleue qui est à la sortie des stands. S'il y a le plan large de l'autre côté, on vous le dira. Vous regarderez sur la droite à la sortie des stands. Il fait face au public, il essaie de mettre un peu d'ambiance dans les tribunes. Le EJ. Voilà, elle est juste à droite. Là, on ne la distingue pas encore, mais elle est face aux tribunes qui, elles, sont de l'autre côté du grillage à gauche pour essayer de mettre de l'ambiance. Parce que là, avec 8 secondes 5 d'avance, la messe est dite. Sauf erreur ou pépin pour Lucas Di Grassi. Ouais, c'est dans les courses en ville, quand on est en tête comme ça, généralement on est concentré jusqu'au bout, mais on a déjà vu des pilotes en tête dans des circuits en ville faire une erreur dans les 2 derniers tours.
juste par la concentration. On n'est pas à l'abri non plus d'un problème mécanique. Si ça continue comme ça, en tout cas, il va accroître son avance au championnat. Di Grassi, il va compter 118 points désormais. On les voit, les bouts de gomme. Ouais. Ces pneus qui sont des pneus rainurés, fournis par Michelin, et qu'on utilise donc sur le sec et sur la pluie. On a bien cru hier avoir quelques gouttes de pluie, et ça aurait été une première cette saison, puisqu'on n'a encore jamais roulé lors d'un week-end de course sur une piste détrempée. Il y a eu du test qui ont été faits et tous les pilotes ont un goût ressenti avec la voiture sous la pluie. Donc c'est pas facile de trouver c'est un compromis entre les gommes, les rainures. De toute façon, on est obligé pour rouler sous la pluie d'avoir des pneus rainurés. Et il faut aussi que ce pneu puisse accepter les températures imposées sur les circuits sur le sec. Vous m'avez dit que Michelin a travaillé sur une gamme de températures allant de 5 à 50 degrés. Ça va, il y a de la marge. Voilà, il y a de la marge. On a 22 en piste aujourd'hui. Ouais. Alors qu'on est à 2 tours du but et que Nelson Piquet voudrait bien aller gratter une petite place quand même en passant Loïc Duval, qui sera toujours ça de prix au championnat. Mais à 2 tours de la fin, ça va être... Il remonte gentiment, mais ça va être difficile. Ouais. Après, il faut... Et puis dans le dernier tour, on a le droit de fermer les portes. C'est ça. Ça, c'est ce que se dit Loïc et ce que c'est très bien Nelson Piquet Jr. Et puis, il vaut mieux se dire aussi qu'il faut quand même penser à son championnat. On ne sait jamais. Il reste encore une course à Moscou et 2 à Londres. 3 manches encore, 75 points plus ceux de la pole position et les meilleurs tours en course à aller gratter. Parce que si on en reste là, Piquet va compter 101 points. Il aura 17 points de retard désormais sur Di Grassi au championnat. Donc il vaut mieux ne pas faire de bêtises et penser déjà au 6 juin où on va aller courir au pied du Kremlin, figurez-vous. À Moscou, tout près de la place rouge. Dernier tour pour Di Grassi. Et Piquet qui s'est encore un peu rapproché. Là, il est trop loin pour tenter une attaque. On est content pour Jérôme D'Ambrosio qui va monter sur le podium. Buemi, lui, va limiter les dégâts au championnat. Si ça reste comme ça, il aura 98 points en terminant 3e. Ça fait quand même 20 points de retard désormais sur Di Grassi. D'Ambrosio, lui, il va avoir 70 points. Il va passer à la 5e position. Se retrouver derrière Nicolas Prost qui ne marque pas aujourd'hui si ça reste comme ça. La balade du Luca heureux. Il a collé une valise à tout le monde. Une vraie démonstration aujourd'hui du Brésilien. Il n'a pas encore passé le drapeau. Certes. Dernier secteur. Et d'ailleurs, vous avez peut-être aperçu sur la gauche de l'écran son patron, Hans-Jürgen Abt, qui sait qu'il faut franchir le drapeau pour d'abord gagner. Enfin là, il peut presque terminer en roue libre. Là, c'est fait. Le drapeau à damier, il est dans quelques dizaines de mètres. Well done, Lucas. Well done, Lucas. Well done, on peut lui dire effectivement. Le voilà, monsieur Abt, au centre de l'écran. Quelle bonne opération pour Di Grassi au championnat. Et pour l'équipe Abt qui va reprendre quelques points à l'équipe Idams au championnat des écuries. I have a problem with my car. Ah bah tiens, Ah bah. on en parlait. Ah bah. Le problème, il arrive au bon moment. Ouais, c'est ça. C'est Di Grassi qui dit j'ai un problème là. Comme quoi, vous aviez raison, Jonathan, il faut jamais crier victoire trop tôt. Ah bah. Regardez, il est arrêté. Il est arrêté, Di Grassi. Ah bah là, il est dû avec lui. Ah bah, il n'aura pas fait quoi. Il aura fait 350 100 mètres. mètres de plus. Voilà, pour cette pièce. Ah ouais, là. Et il n'a plus de quoi rentrer, de rejoindre le podium. Incroyable, sa batterie est complètement vide. C'est marrant parce que c'était affiché 8% dans le dernier tour. Je pense pas qu'il ait consommé autant dans 3 virages. Ou alors un petit souci technique. You have to stay in the car until they're pushing the back to me if you cannot be stopped. You have to stay in the car.
Tu dois rester dans la voiture, on va venir te chercher pour t'amener. Lui dit-on de son stand. En tout cas pour cette I première. have a BMS error. J'ai une Ground erreur. shift. I'm gonna reset it again. On essaie de reciter le système électronique de la voiture pour la redémarrer et lui permettre de repartir, mais ça ne marche pas. Ouais, il y a un système de reset. On doit attendre, on doit tout débrancher, remettre, et normalement ça doit pouvoir repartir. Mais par moment, quand il y a un gros bug, il faut la ramener au stand et puis. C'est comme avec un ordinateur, quand on fait la mise à jour, ça prend un certain temps. Normalement c'est plus rapide, mais ça peut arriver qu'il y ait quelques bugs. Et bon, ça arrive après les 33 tours. En logique. Nelson Piquet qui a la bonne idée d'aller saluer le public en sortant large, en venant raser les murs dans les grands dégagements de ce circuit ici de Berlin-Tempelhof. Ça c'est pour continuer de récolter le fan boost. Il en a besoin là pour le championnat. Il faut qu'il se mette bien avec les supporters. Voilà. Alors, victoire de Di Grassi, le deuxième homme a engrangé donc un deuxième succès cette année devant Jérôme D'Ambrosio et Sébastien Buemi. 4, Loïc Duval. 5, Nelson Piquet Jr. 6, chez lui, Nick Heidfeld. 7, Stéphane Sarrazin. Les deux voitures de Venturi sont donc dans les points. 8, Jean-Éric Vergne. 9, Sam Bird. Et 10, Vite Antonio Luzzi, l'équipier